Laurent Gbagbo, c'est ça. Le gouvernement envisage par des actions de construction d'écoles de faire passer le taux actuel de scolarisation de 113% à 90% en l'an 2000. Question, qu'est-ce que le FPI aurait fait de différent? Maintenant, j'ai compris et je vais vous répondre. Écoutez, ça c'est un objectif affiché. Je me demande qui serait contre cet objectif. Je ne juge pas, Monsieur le Président, mais les gens disent que vous dites oui le matin et puis le soir vous dites non. Quelles sont les concessions que vous avez pu faire depuis la crise jusqu'à nos jours? Je sais que c'est un peu long, mais essayez de me brosser les grandes lignes. Je veux dire que ceux qui disent ça là, leur opinion ne m'intéresse pas. Nous venons de nous qualifier pour la finale contre le Congo, à Luanda. Je vous disais que notre jeunesse, comme ça. Les gens ont leurs épargnes, et puis vous faites. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les gens aient accès à leurs épargnes. Donc d'ouvrir. Or, c'est le propriétaire de la banque qui peut l'ouvrir. Donc je me suis fait propriétaire en tant qu'État pour pouvoir l'ouvrir. Aujourd'hui, l'on parle de cet homme, M. Laurent Gbagbo, ex-président de Côte d'Ivoire. Il est inéligible pour certains. Il ne peut être inscrit sur la liste électorale et c'est là que ça se termine. Ils n'en savent pas plus. Ils ne connaissent pas vraiment qui est cet homme, d'où est-ce qu'il vient. Pourquoi il y a tant d'engouement lorsqu'on parle de M. Laurent Gbagbo? Alors, dans cette vidéo, on évoquera l'histoire de l'ex-président de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Le jeune Laurent Gbagbo naît un jeudi, un jour de pluie. Il pleuvait ce jour-là, le 31 mai 1945. Alors, il vient dans des conditions un peu spéciales. Il naît après le premier frère de la famille qui lui meurt. Fait étrange, cet homme portait le nom de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le premier frère, le premier fils de la famille s'appelait Laurent Gbagbo. Suite à son décès, le second va également s'appeler Laurent Gbagbo. Mais le père du jeune Laurent Gbagbo s'appelle Koudou Paul et la mère s'appelle Gado Marguerite. Il naît dans une famille de 10 enfants, mais son père avait 2 épouses. Sa mère à lui, Madame Gado, a fait 4 enfants. Le premier est décédé et le 4e est décédé. Il ne restait plus que le jeune Laurent et sa sœur, Jeannette Koudou. Alors, dans la famille, tout le monde porte le nom de Koudou, sauf lui. Le nom Gbagbo est le substitut du nom Koudou. Son père le lui a donné en hommage à son frère. Mais la raison pour laquelle son frère portait ce nom, c'est que le nom Gbagbo est le nom du commandant de l'armée dans laquelle se trouvait son père lors de la Seconde Guerre mondiale, guerre à laquelle il a participé et il a fini blessé, mais vivant. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Donc, en hommage à cet homme, le jeune Laurent portera le nom de Gbagbo Laurent et non Koudou Laurent, contrairement à tous les autres de la famille. Il avait donc 6 frères consanguins, des demi-frères, qui sont en réalité des enfants de la seconde épouse de son père. Le jeune Laurent vit une vie paisible. En tant qu'enfant, il se promène, il s'amuse, il vit normalement. Il sait également à la maison lorsqu'on a besoin de lui. Mais il a des aptitudes un peu ou prou développées. C'est ici qu'il va très rapidement commencer les études. Alors, il va en classe de CP1 à l'âge de 3 ans. Il commence ses études à l'école primaire du Plateau, où il va pratiquer avec succès l'école Bissonnet. Alors, il n'aimait pas du tout l'école. Il ne se sentait pas à l'aise dans cet endroit. Lui, il préférait s'amuser. D'ailleurs, ceux qu'il trouvait en classe n'avaient pas son âge. Ils étaient généralement âgés que lui. Ce n'est pas son truc. Il préfère être avec ses amis à la maison, jouer quoi, profiter. Mais son père, un jour, va lui donner des conseils et lui dit qu'il faudrait qu'il parte au lycée. C'est ce qui va changer la donne. Le jeune Laurent va commencer à vraiment s'intéresser à l'école. Alors, il va aller très rapidement. C'est ainsi que, à ses 13 ans, en 1958, il obtient le CEP, le premier diplôme d'une personne qui va à l'école tout naturellement. Après son CEP, il faut signifier que son père a fait un passage à Agboville à cause de sa profession. Le jeune Laurent va quitter le sud de la Côte d'Ivoire et aller à Gagnoa. Gagnoa, où il sera inscrit au petit séminaire de Gagnoa.
Le petit séminaire, c'est une école religieuse d'obédience catholique où il va suivre une formation à la fois religieuse et également similaire à ce que l'on apprend dans les écoles d'État. Il va vraiment s'attacher, s'intéresser à l'actualité. Parce qu'à cette époque-là, en 1958, il y a certains pays africains qui commencent à rentrer dans leur indépendance, à l'image du Ghana qui l'avait un an plus tôt, et d'autres qui sont en train de lutter pour l'avoir. Donc, la société tourne autour des discussions et des sujets politiques. Les journaux qu'il va recevoir ne vont pas faire exception. Il va donc s'habituer, de même que ses amis du petit séminaire, aux journaux qui traitent généralement des sujets politiques. Et en plus de cela, il y a des cours qui leur sont dispensés. Et pendant ces cours, on parle généralement des personnes qui luttent pour l'indépendance des pays africains. Au-delà de toutes les personnes citées, celui-là qui plaît beaucoup au jeune Laurent, c'est M. Senghor. Léopold Sédar Senghor est le mentor. Celui-là que le jeune Laurent suit, regarde, afin de marcher dans ses pas. Il veut devenir comme lui, président et très instruit. Bref, c'est juste une envie d'un jeune. C'est là que ça s'arrête, quoi. Au petit séminaire, il va vraiment s'intéresser à la musique. Alors, le jeune Laurent va poursuivre ses études très concentré et déterminé. Mais pendant qu'il sera en train de donner un cours de musique, 3 de ses amis vont l'approcher et l'informer qu'ils sont en train de suivre les démarches pour pouvoir intégrer le lycée classique d'Abidjan. Alors le jeune qui lui aussi se sent à l'aise avec ses amis-là est désireux de faire la concurrence, les suivre et vivre à Abidjan, voir comment tout fonctionne dans cet endroit. Il va décider de suivre ses amis. C'est ainsi qu'ensemble, ils iront s'inscrire au lycée classique d'Abidjan. Il va s'inscrire dans une filière littéraire. Le jeune Laurent, lorsqu'il arrive au lycée classique d'Abidjan, après son BEPC qu'il obtient, il va, avec ses amis, mettre en place un groupe musical. Comme je vous l'ai dit, ils étaient vraiment amoureux de la musique à l'époque. Et le groupe musical va s'appeler Les Joyeux Compagnons du lycée. Je n'ai pas réussi à voir de musique relativement à ce qu'ils faisaient à cette époque-là, mais on leur laisse le bénéfice du doute en ce qui concerne la qualité de la musique. Ils vont, au-delà de cela, se concentrer sur leurs études. C'est ainsi que petit à petit, ils iront jusqu'en terminale. Mais en classe de première déjà, le jeune Laurent va réussir à un concours. C'est un concours qu'on appelle le concours France-Afrique. Un concours qui est organisé, mis en place par le ministère de la Coopération française, dans l'optique de faire passer les meilleurs, donc ceux qui réussissent à ce concours-là, un moment en France, pendant les vacances, afin qu'ils puissent apprendre, côtoyer notre système. Le jeune Laurent finit vainqueur, donc il est le premier à ce concours-là en classe de première. Il est donc retenu par le ministère pour un moment en France pendant les vacances. Nous sommes en 1964 et à cette période-là, le jeune va au village se ressourcer. Mais il va apprendre en cette année de 1964 que son père, M. Koudou Paul, et son oncle, M. Gris Camille, ont été arrêtés par l'armée ivoirienne parce qu'ils sont impliqués dans un soi-disant complot. Un complot visant la déstabilisation de l'État, la destitution du président de la République. C'est un moment difficile pour le jeune Laurent. Comment supporter que son père, celui-là qui soutient à tous les plans de la famille, surtout financièrement, finit arrêté. Il voit dans son voyage tomber à l'eau, mais il voit également la situation familiale devenir de plus en plus compliquée. Mais les choses ne vont pas se passer ainsi. Alors qu'il ne voyait plus l'espoir à l'idée de continuer à aller en France pour son séjour, il bénéficiera d'une aide. En fait, Madame Bamba, une institutrice, et l'épouse du directeur de l'école de Gagnoa, va lui venir en aide financièrement afin qu'il puisse participer à ce moment-là en France. Il va donc recevoir le soutien et s'y rendre en France pour tout le séjour. Il finit donc son séjour en France et rentre en Côte d'Ivoire. Il doit désormais attaquer la classe de terminale. Le jeune Laurent Gbagbo est confronté à 2 situations. Continuer les études, obtenir donc le bac, là où il est déjà prêt de l'obtenir, car il a seulement 19 ans à cette période-là, ou abandonner les études et laisser donner la chance à sa petite sœur, qui elle est en classe de 3e, afin qu'elle puisse réussir également son BEPC. On n'a plus assez d'argent, il faut chercher de l'argent. Donc, le jeune Laurent décide de se sacrifier. Il ne compte plus aller à l'école afin de donner une chance à sa sœur, sa toute petite sœur, d'aller à l'école et réussir son BEPC. Sa mère va donc s'opposer à cette idée. Mais le jeune, il est déterminé. Il va donc chercher un emploi. Il veut enseigner dans des écoles privées.
Malheureusement, sa candidature ne sera pas acceptée dans ces écoles-là. Il va donc se rendre à l'évidence. Finalement, avec la pression de ses amis qui vont l'encourager à l'aider de retourner à l'école, dont Dominique Kanga et Auguste Denis et Georges, le jeune Laurent va accepter de continuer les études. Sa mère va se porter garante. Elle va décider de chercher un travail et nourrir, soutenir la famille en attendant que le père ne sorte de prison. C'est ainsi que la vie de la modeste famille va continuer. Le jeune Laurent est conscient du fait qu'il ne doit pas échouer. Il va donc maximiser, mettre toutes les chances de son côté afin de réussir son bac, ce qu'il fera en 1965. Il obtient donc son baccalauréat et doit désormais entrer dans la cour des grands, aller à l'université, ce qui n'était pas donné à tous, surtout à cette époque-là. Il n'avait seulement que 20 ans. Alors, le jeune Laurent est désireux de faire des études en lettres latin et grec. Passionné par ce qu'il a appris depuis le petit séminaire, entrer dans cette discipline. Avant de reprendre les cours à l'université, il y a une période de vacances. Il va se rendre au village pendant cette période, encore une fois, pour se ressourcer. Alors pendant ces vacances, il sera au village et un tournoi sera organisé en l'honneur de la cérémonie, la fête nationale, la fête du 7 août 1965 à Gagnoa. Et parmi les deux équipes qui s'affronteront pour le trophée, il y a l'équipe provenant du village de la mer de Laurent. Ils vont à la fin du temps réglementaire gagner le match. Ils sont donc champions. Mais ce tournoi qui est organisé par le sous-préfet Ayemoun Noé ne va pas voir le trophée revenir directement au vainqueur. Le sous-préfet Ayemoun Noé ne comprend pas comment ça se fait que ce soit cette équipe qui gagne. Il y aura donc incompréhension amalgame et finalement le trophée ne sera pas rendu à l'équipe du village de la mer du jeune Laurent, équipe dans laquelle faisait partie le jeune Laurent Gbagbo. Il y aura donc échauffourée, bagarre entre les deux équipes et certains supporters. Ce sont les forces de l'ordre qui viendront mettre l'ordre et ils vont mettre la main sur tous les protagonistes. Figurez-vous, le jeune Laurent faisait partie de ces protagonistes. Ils seront enfermés pour 21 jours en prison. C'est la toute première fois qu'il fait un tour dans cet endroit à seulement 20 ans. Mais il va beaucoup aller dans cet endroit. On ne pourra même pas compter le nombre de fois. Après être sorti, il va à l'université de Cocody, où il commence sa nouvelle vie. Il intègre donc la faculté des lettres latin et grec. Mais pour la première année, donc celle de 1966, il va faire la formation initiale avant de vraiment commencer les cours. Après cette formation initiale, il va, alors qu'on n'a pas la faculté ici à Abidjan, Côte d'Ivoire, se rendre en France en 1967. Alors, arrivé en France, il continue. Mais il se rend compte que cette faculté, en réalité, n'est pas compatible à ses attentes parce qu'il va commencer à côtoyer en réalité des cercles fermés où on parle que de politique. Il va même avoir des amis, un entourage purement intéressé par la politique. Il se trouvait à Lyon, en France. Là-bas, il va faire deux rencontres majeures. Celle de Jacqueline Chamois, qui deviendra par la suite son épouse, avec qui il aura un enfant, Michel Gbagbo, et de l'autre côté, Gira Collomb, un ami qui plus tard va rentrer en politique et deviendra maire de la ville de Lyon en 2000. Il va donc se rendre compte que les études qu'il fait sont en réalité déconnectées de certaines réalités. Il est passionné par cette langue, mais ne se voit plus continuer. C'est ainsi qu'il va notifier cela au ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Il va signifier le fait qu'il n'est plus prêt pour la faculté dans laquelle il se trouve. Il veut changer de faculté et désormais faire des études d'histoire. Alors, ils vont l'informer que les études d'histoire peuvent être faites en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il va donc revenir en Côte d'Ivoire. Mais il ne revient plus seul, comme il était parti seul. Il revient désormais avec son épouse et son fils. En Côte d'Ivoire, ils vont faire tous deux des études d'histoire à l'université d'Abidjan de Cocody. C'est 3 ans plus tard, donc de 67 à 69, qu'il va obtenir sa licence en histoire. Mais en 68, il faut signifier qu'il avait préalablement adhéré à l'UNESI, l'Union nationale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est une organisation qui est affiliée, qui provient, qui est proche, qui fait partie en réalité du PDCI-RDA. Mais à l'intérieur de cette organisation, il y avait désormais, à partir de cette période-là, des pro-PDCI et des pro-démocratie, ceux-là qui étaient contre l'idée fondamentale
l'idée de base selon laquelle l'organisation devrait être affiliée au PDCI-RDA. Il y aura donc le congrès dont l'objectif est de choisir, d'élire le nouveau président en 1968. Et figurez-vous que le jeune Laurent Gbagbo se portera candidat à l'élection présidentielle de l'UNESI. Le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny, conscient du fait qu'à l'intérieur de l'UNESI, il y a désormais une domination de ces personnes-là qui sont contre le fait que l'organisation soit affiliée au PDCI-RDA, va donc dissoudre le mouvement. C'est ainsi que la dissolution de l'UNESI va se transformer quelque temps plus tard par la naissance, l'avènement du MEUSI, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Alors que le MEUSI est créé, ces mêmes personnes qui étaient à l'intérieur de l'UNESI et contre le fait que l'organisation soit dévouée au PDCI-RDA vont ensemble se rebeller. Ils vont monter une grève pour manifester leur mécontentement relativement à cette nouvelle initiative du président Félix Houphouët-Boigny. Une grève qui sera matée par la suite. Ils vont donc tous être récupérés et envoyés en prison. Ils seront enfermés pour 15 jours. Enfermés, ils vont même rédiger une lettre pour demander pardon, la compassion du président Félix Houphouët-Boigny. Et il y avait tout naturellement la signature du jeune Laurent Gbagbo parmi les signataires, car il était également arrêté. Sortis de prison, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont donc repenser leur stratégie. Ils allaient en prison en pensant gréver. Désormais, ils vont attaquer dans l'ombre. Ils vont donc se rassembler dans des mouvements massistes communistes afin de désormais renverser le pouvoir en place et mettre en place un gouvernement qui va accepter le multipartisme, mais un gouvernement surtout massiste au communisme, s'adossant donc aux réalités du bloc de l'Est, l'URSS et surtout la Chine de Mao Tse-tung. Après sa licence, le jeune Laurent va également continuer ses études et obtenir un master depuis l'Université de Paris-Sorbonne. Il va par la suite continuer, mais un peu plus tard, pour le doctorat, qu'il va soutenir également en France sur le sujet « Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne de 1940 à 1960 à l'Université Paris-Diderot en juin 1979. Mais avant d'arriver là, déjà en septembre 1970, il devient professeur au lycée classique d'Abidjan, le lycée qu'il a fréquenté quand il était beaucoup plus jeune. Alors, c'est l'un, si ce n'est le plus jeune professeur à l'époque en Côte d'Ivoire, surtout au lycée classique. Il y avait, faut signifier, peu d'enseignants ivoiriens. Ils étaient 8 de nationalité ivoirienne. Un seul des nationalités nigérianes et 101 des nationalités françaises. Lorsqu'il intègre désormais ce nouveau milieu, il se veut un enseignant différent, atypique. Lui, sa méthode elle est simple, c'est de côtoyer, d'être proche de ses élèves, d'autant plus qu'il y en a même qui étaient beaucoup plus proches de son âge. Il n'avait que 25 ans à cette époque-là. Du fait de sa jeunesse et de son caractère différent des autres, il va même jouer au football avec ses élèves. Alors que les enseignants sont en salle de prof, lui il sera en train de discuter dans la cour de l'école avec certains élèves. Bref, il est beaucoup plus proche de ses élèves que de ses enseignants. Mais un événement surviendra pendant cette période de sa vie. Alors qu'il donnait un cours, parce qu'il faut le signifier, en terminale D, alors que toutes les classes le voulaient comme professeur principal, lui qui finalement enseignait 4 classes à cette époque, il se verra confronté à une situation étrange pendant qu'il fera le cours sur la confrontation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Nous sommes encore en 1970, où la guerre froide est vraiment tendue. Alors, pour parler du bloc de l'Ouest, il dira qu'il s'agit de l'Occident, qui utilise des méthodes impérialistes. Et rapporté au Moyen-Orient, il dira que l'Israël est proche du bloc de l'Ouest, fait partie même du bloc de l'Ouest, contrairement à l'Égypte, qui, lui, est beaucoup plus proche du bloc de l'Est, fait partie même du bloc de l'Est, qui est piloté, l'idée par l'URSS. Alors dans cette classe, il y avait la fille de l'ambassadeur d'Israël, et elle va lever le doigt, elle est désireuse de défendre son pays, d'après ce qu'elle dira. Mais l'enseignant dira qu'il n'y a pas 2 enseignants dans la salle, il n'y a que moi. Ce n'est pas la peine que tu tentes de défendre ton pays. D'ailleurs, il faut le signifier, en début de cours, il a partagé des sujets d'exposé. Et elle avait tiré un exposé sur le Moyen-Orient. Il a donc dit, lorsque le moment viendra, tu vas expliquer concrètement dans ton exposé, défendre donc ton pays. La fille, offusquée, va donc se taire et rester dans son coin. Pendant que l'enseignant, le jeune Laurent, développait,
Elle va donc se lever et vaille que vaille, elle est prête à défendre son pays. C'est ainsi que Géné, le jeune enseignant, va demander aux surveillants de faire sortir la fille de l'ambassadeur d'Israël de la salle. C'était un vendredi et le lundi, lorsque le jeune enseignant revient, il se rend compte que dans la cour de l'école, ils sont entassés, près, mieux, en train de faire une grève, car ils ont tous entendu que leur enseignant, Laurent Gbagbo, était visé par une arrestation. Alors, lui, il va aux sources pour beaucoup d'explications et on lui dit que tout est lié aux événements du vendredi dernier. Le proviseur de l'école, M. Maurice Doumbia, le premier proviseur du lycée classique d'origine ivoirienne, va donc appeler le jeune enseignant et tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais pendant qu'il est en train de discuter avec lui, l'ambassadeur va entrer en fanfare avec sa fille dans l'enceinte du lycée, ce qui ne va pas calmer les élèves. Les élèves étaient bruyants et prêts à en découdre. Alors, l'ambassadeur va réclamer une conversation à huis clos entre lui, sa fille et l'enseignant de sa fille. Mais le jeune Laurent ne va pas accepter, car le motif évoqué était qu'il vienne présenter ses excuses aussi bien à la fille, donc la fille de l'ambassadeur, que l'ambassadeur lui-même, ce qu'il va refuser. Le proviseur comprenait également la situation et peu ou prou d'accord avec son enseignant, va rien faire en faveur de l'ambassadeur. C'est ainsi que l'affaire, qui a commencé un vendredi dans une salle de classe, va arriver dans les oreilles du gouvernement ivoirien. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Laurent Gbagbo, va donc contacter Laurent Gbagbo directement par son téléphone. Il va lui demander de se rendre rapidement dans ses locaux. C'est ainsi que M. Maurice Doumbia et le jeune enseignant Laurent Gbagbo vont ensemble se rendre dans les locaux du ministre de l'Éducation nationale, M. Laurent Gbagbo. Lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte que la situation peut être tendue, parce qu'elle est tendue, même l'on dira ainsi. Il réunit autour de lui tous ses proches collaborateurs. Ils vont donc poser la première question. Et on me pose une question assez incongrue. Quel type de cours j'ai fait? J'ai dit que je ne comprenais pas. Le ministre dit oui, on vous accuse de faire des cours communistes. J'ai dit, ça veut dire quoi un cours communiste? J'ai demandé au ministre, qu'est-ce que ça veut dire un cours communiste? Pendant que le débat est en train de se tenir dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale, déjà au lycée classique, il y avait des autorités provenant du ministère qui venaient ramasser les cahiers de cours des élèves de l'enseignant Laurent Gbagbo. Alors toutes les 4 classes ont été visitées. Au-delà de cela, ils ont distribué des feuilles blanches à tous ces élèves afin qu'ils puissent écrire ce qu'ils pensent de leur enseignant. Et c'est l'un des éléments qui va sauver leur enseignant, car tous ne diront que du bien de lui. Finalement, c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Arsène Assouan Acher, qui sera envoyé par le président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny, afin de voir concrètement qu'est-ce qui se passe. C'est lui qui va avoir une discussion à huis clos avec le jeune enseignant. Au sortir de cette discussion, il fera un rapport qu'il va présenter au président de la République. Et c'est lui, le président de la République, qui va immédiatement chasser l'ambassadeur d'Israël et sa fille et demander à Israël qu'il lui apporte un nouvel ambassadeur. Au sortir de cet événement, un bras de fer qu'il a réussi, que l'on pourrait dire qu'il a gagné face à l'ambassadeur d'Israël, ambassadeur très puissant, il va se voir quelques semaines plus tard arrêté par le gouvernement ivoirien. Il est arrêté dans le cadre d'une enquête qui a été menée et qui dévoilait le fait que lui, Laurent Gbagbo, et certains de ses amis, dont M. Jenny Kobina, étaient impliqués dans le soutien d'environ 400 élèves qui étaient à l'intérieur d'une organisation syndicale, l'USEC. Ils sont tous envoyés au camp militaire d'Akwedo. Et depuis cet endroit, ils vont passer quelques jours. Alors qu'il y avait 6 filles parmi eux, ces 6 filles seront envoyées à Bouaké pour une formation civique. Et le reste, la majorité, on parle d'une 50aine avec le jeune enseignant, seront envoyés à Séguéla, où ils vont suivre une formation militaire. Depuis Séguéla, il va donc commencer à apprendre, écouter, suivre et voir comment fonctionne l'armée. Il va passer 7 mois sur les lieux. Il sera par la suite transféré à Bouaké. À Bouaké où il va passer 15 mois. Et c'est à Bouaké où il prenait note de tous les événements qu'il va rédiger sa première pièce de théâtre. Il va rencontrer dans cet endroit un capitaine très important, le capitaine Robert Guille, avec qui il sera très proche et par la suite, vous connaissez tous l'histoire.
Il sort donc 22 mois plus tard. Mais avant de sortir, il faut signifier qu'il avait déjà mis en place les germes d'un mouvement clandestin. Avec le professeur Zadi Zaïrou, ils avaient mis en place un mouvement clandestin où il était censé éduquer et éveiller les Ivoiriens sur certains sujets, surtout ceux d'ordre politique. Alors, M. Zadi Zaïrou le faisait avec de nombreux étudiants, parmi lesquels il y avait une certaine Simone Eivé. Détenu à Boaké, le jeune enseignant va se rendre à Abidjan pour des soins de santé. Alors, arrivé à Abidjan, il va profiter pour rendre une visite à M. Zadi Zaïrou. À l'occasion de cette visite, il va rencontrer la jeune Simone, qui à peine venait d'être licenciée de lettres modernes de l'université de Cocody à Abidjan. Ils vont donc discuter et elle va vraiment aimer accrocher directement avec le jeune. Alors dans ce mouvement clandestin, ils ne pouvaient porter leur vrai nom. C'est ainsi que M. Zadi Zaïrou, chef d'orchestre, portait le nom de grand frère. Le jeune Laurent Gbagbo, chargé de la formation politique, était appelé commissaire politique ou petit frère. Mais pendant que tout s'organise, il milite en douce, il y aura un événement qui va tout changer. La mort de Mao Tse-tung. Alors, lorsque Mao Tse-tung meurt, c'est le marxisme dans sa quintessence qui prend un coup. D'autant plus que les grandes révolutions à l'époque étaient touchées et affaiblies. C'est le bloc occidental qui commence à prendre le dessus. Alors, pour ne pas être en déphasage, il y a un véritable débat qui sera organisé. Et les deux débatteurs seront d'un côté M. Zadi Zaïrou et de l'autre côté M. Laurent Gbagbo. Alors, ils vont débattre sur le fond. Comment se positionner désormais? Mao Tse-tung est mort et le marxisme est en train de perdre son poids. Ne faudrait-il pas désormais s'accrocher au socialisme? Commencer à réinventer notre manière de voir les choses? C'est là qu'il y aura séparation entre M. Zadi Zaïrou et M. Laurent Gbagbo. Ils vont donc se séparer au cours des années 70. Le véritable combat va commencer en 80, lorsque M. Laurent Gbagbo va proposer la mise en place, non pas d'un mouvement clandestin simple, mais d'une plateforme qui sera en réalité un parti politique. C'est ainsi que, à partir de 80, ils vont militer pour la mise en place d'un parti politique et commencer dans l'ombre, ce qui va se matérialiser effectivement en 1982. Mais déjà en 80, il faut signifier que le monsieur qui savait déjà le positionnement du jeune Laurent Gbagbo va tenter de l'inviter dans l'un de ses panels. Alors à l'époque, M. Laurent Gbagbo est directeur de l'IHAA, l'Institut d'Histoire, d'Art et d'Archéologie. Il ne va pas vraiment accepter parce que le monsieur lui proposait un sujet. Peut-il y avoir démocratie dans un parti unique? Alors, conscient du sujet et du plan derrière le sujet, il va refuser de soutenir ce qui est proposé, donc participer au panel. C'est par la suite des étudiants de droit qui vont lui proposer un nouveau sujet auquel il va adhérer, démocratie et jeunesse. Il va donc accepter et se rendre à ce panel. Alors après ce panel, le lendemain, il y a une grosse rumeur qui tourne dans les milieux universitaires. M. Laurent Gbagbo a été arrêté. Il y a donc une grève naissante au niveau de l'université et toutes les forces de l'ordre ont été mobilisées pour pouvoir cadrer cela. C'est à partir de cet instant que la stratégie va changer. Contrairement au mouvement qu'il avait mis en place avec M. Zadi Zaïrou et autres, ils mettent en place ce qu'ils ont appelé le noyau des 5. C'est en réalité une structure clandestine qui regroupait 5 grands leaders. M. Laurent Gbagbo, Mme Simone Eivé, M. Abdourahmane Sangaré, M. Boga Doudou et M. Kokora Pascal. Il faut savoir que M. Laurent Gbagbo s'appelait à cette époque, pour ne pas être connu parce qu'ils utilisaient des noms de code, Santia. Parfois on l'appelait DJ Léon. Bref, c'était des codes entre eux. Il va donc, à partir de cet instant, avoir une réunion entre lui et tous les membres du noyau des 5. Parce que l'homme est recherché par la DST et toute l'armée ivoirienne, l'on pourrait le dire ici, ils vont donc décider de passer à une nouvelle étape. Il faudrait qu'il s'exile pour être en sécurité. C'est ainsi que l'homme va quitter le pays, la Côte d'Ivoire. Ayant décidé, ils vont mettre en place les moyens pour le faire partir. Il va partir par le canal d'un train, un train de couchette. Il va être accompagné par André Kwasi, dit Lokoswe, le nom de clandestinité qu'on lui a donné. Ils vont donc se mettre en route et arriver 28 heures plus tard à Ouagadougou. Ils seront accueillis par M. Philippe Ouedraogo, responsable de la section de Haute-Volta du Parti africain de l'indépendance, pays qui existait également en Côte d'Ivoire à cette époque-là, l'époque où il y a eu la flambée, la montée des
syndicats et consorts. Gbagbo, le chef de file, et c'est bien lui, le chef de file, s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Ouagadougou, il va se rendre en France par le canal de l'ancienne compagnie française UTA. Arrivé à Paris, il sera confronté à un véritable problème. Il n'a pas d'agent pour assurer sa survie. Il est encore confronté à une situation où il n'a pas de statut de citoyen. Donc, il a beaucoup de problèmes. Mais il va rapidement rentrer en contact avec ses vieux amis. D'entrée de jeu, il va se rendre au 16e arrondissement dans un hôtel où il va s'installer. C'est 2 jours plus tard qu'il va se rendre chez son ami Jocelyne Rodriguez, puis par la suite hébergé par son ami Monique Chajmoisi et finalement par son ami, son célébrissime ami Guy Laberté. Dès son installation chez Jocelyne Rodriguez, M. Laurent Gbagbo va commencer à rédiger des formalités afin d'obtenir le statut de réfugié politique en France. Sa stratégie elle était claire. Il ne veut pas obtenir le statut de citoyen français, mais de réfugié ivoirien en France, afin de montrer à toutes les ONG qu'en Côte d'Ivoire, il y a un véritable problème politique qui se pose. Mais, ayant compris sa stratégie, les autorités françaises vont appliquer elles également leur stratégie. Alors qu'il dépose ses courriers au ministère de l'Intérieur, ministère dirigé par Gaston Defferre, un ministre très proche du président Félix-Houphouët-Boigny, vieil ami surtout, il va se voir refuser le statut de réfugié politique qu'il réclamait. On va lui proposer, par contre, de demander la nationalité française, ce qu'il va refuser. Gbagbo, le chef de file, et c'est bien lui, le chef de file, s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile politique. Parce que Bolin l'a induit en erreur, croyant qu'avec le changement en France, eh bien on peut venir dire je suis socialiste et puis Mitterrand et autres vont vous embrasser. Alors que l'homme n'attendait rien, ne comptait sur rien pour que cela n'advienne, lors d'une discussion, parce qu'à l'époque, le président Félix-Houphouët-Boigny faisait beaucoup de discours, il va sortir une phrase selon laquelle il garde son argent en Suisse, ce qui ne sera pas bien perçu par les autorités françaises et les Français de façon générale. J'ai des milliards à l'étranger, mais pas de la Côte d'Ivoire. Quel est l'homme sérieux dans le monde qui ne place pas une partie de ses biens en Suisse? Je les virai dans mes comptes en banque. En Suisse, et ça produit des intérêts intéressants. À partir de cet instant, les autorités françaises vont elles-mêmes contacter M. Laurent Gbagbo, lui demander de venir rapidement reprendre, car elles sont prêtes à lui donner le statut d'exilé politique. Pendant cette période, M. Laurent Gbagbo va également établir des connexions en France, où il va recruter, pour pouvoir faire grandir et élargir son parti politique, déjà installé une branche en France afin de se rapprocher du Parti socialiste, dont il revendique désormais le positionnement. C'est ainsi qu'il va aller à des rassemblements d'Ivoiriens. Mais personne ne va adopter sa cause, parce que les Ivoiriens en France, à cette période-là, ils étaient dans des groupes ethniques, régionaux, où ils se sentaient en famille proche. Quand bien même tous étaient Ivoiriens, ils étaient dans l'individualité. Alors pour pouvoir les regrouper, il va songer. Il va tenter de mettre en place un moyen. Et finalement, c'est une sorte d'association, d'organisation qu'il va monter. Le MID, le Mouvement Ivoirien pour les droits démocratiques. C'est à l'intérieur du MID que de nombreux Ivoiriens vont se retrouver et commencer à comprendre, suivre M. Laurent Gbagbo dès cette période-là. Finalement, c'est en 1985 qu'il obtient son statut d'exilé politique ivoirien en France. C'est donc pendant cette période qu'il va recevoir l'appel du ministère de l'Intérieur, où la police va demander une rencontre avec lui. Il va donc se rendre sur les lieux. Et la discussion, qui de base était censée être simple, car ce sont des gens qui ont été envoyés par le président Félix-Houphouët-Boigny afin qu'il demande, qu'il plaide en sa faveur pour que M. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Mais ça va tourner au vinaigre dans une certaine mesure, car la conversation deviendra tendue. Ils vont signifier qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un nouveau Ben Barka, surtout en Côte d'Ivoire. Alors, Ben Barka, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un farouche opposant marocain qui a été assassiné à l'époque. Après la discussion, se rendre aux médias
Libération, où ils vont tout déballer, tout verser. Et le média va poster cela avec un titre. Laurent Gbagbo, l'Ivoirien qui n'a pas la cote. Ayant obtenu son statut d'exilé politique, il va enchaîner les passages sur les radios, les médias, partout où il pouvait se faire entendre, surtout par les communautés africaines, arabes et consorts. Il ne va pas manquer de passer par là. Il va même rédiger, écrire des ouvrages. Et le tout dernier, celui-là qu'il va faire sortir pendant qu'il y avait une négociation entre le gouvernement ivoirien qui envoyait ses émissaires lui rendre visite en France, c'est ce qu'il écrivait conjointement avec ses amis en Côte d'Ivoire qui façonnaient le noyau des Cinq, qui allait devenir un véritable parti politique dès son retour. L'ouvrage portera le nom de « Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire ». Alors, après avoir publié cet ouvrage, dans lequel on voit le programme qu'ils font pour la Côte d'Ivoire nouvelle, c'est finalement avec la négociation de l'émissaire, M. Abdoulaye Diallo, conseiller spécial du président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny, que M. Laurent Gbagbo va accepter et rentrer en Côte d'Ivoire. Il va donc rentrer le 13 septembre 1988. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente les excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'image dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. À son retour, le président Félix Houphouët-Boigny voit cela comme un symbole clair. M. Laurent Gbagbo est prêt pour travailler avec lui. Son plan, il est simple. Lui donner un poste ministériel ou un poste à la tête d'une entreprise privée ou d'État. Bref, lui donner de l'argent afin qu'il puisse rentrer dans les rangs, se calmer. Mais M. Laurent Gbagbo et ses amis n'étaient pas pour ce plan. Ils vont donc refuser. Dès son retour, le mouvement est déjà mis en place. C'est le Front populaire ivoirien, le FPI. C'est le nom du parti politique. Et celui-là qui est à la tête, c'est M. Abdourahmane Sangaré. Alors, un mois plus tard, ils vont organiser le congrès constitutif. Un congrès au cours duquel ils vont appeler une personne représentant chaque couche de la société ivoirienne. Étudiants, ouvriers, enseignants, hommes d'affaires, bref, chacun doit être avec eux. Mais c'est un total de 20 personnes qui est accepté. Mais ils n'ont pas de lieu où faire ce congrès. D'autant plus qu'ils ne peuvent pas le faire publiquement. C'est ainsi que M. Ga Bernabé, proche du parti Ses Idées, va leur prêter sa maison à Dabou dans les Palmeraies. Ils vont du 19 au 20 novembre 1988 réaliser ce congrès constitutif. Les sujets sur lesquels ils vont débattre sont le fond, l'idéologie du parti, mais surtout le nouveau secrétaire général. Il y aura donc élection. Finalement, c'est M. Laurent Gbagbo qui est secrétaire de l'organisation. Et l'organisation est désormais prête à vraiment sortir militer. Au sortir de cette réunion, ils seront étonnés car il y aura l'arrestation de l'un de leurs amis qui a participé à cette rencontre en tant que représentant des entrepreneurs. Il va être arrêté. Ils vont même envoyer un message codé à M. Ga Bernabé. Après le congrès constitutif du FPI, le lundi matin, je reçois un coup de fil anonyme qui me dit « Un gibier a été pris au piège. Sois prudent. » Alors ce gibier, le lendemain, je me suis rendu compte que ce gibier était en fait Anaki. Bref, au sortir de cette réunion, le parti n'est plus clandestin, car connu par le gouvernement. Il sait ce qui se passe avec le groupe de Laurent Gbagbo. Le gouvernement qualifiait même ce groupe-là d'un groupe de 6 militants seulement, 6 membres. Alors, ils vont, pendant cette période-là, militer en faveur de la libération de leurs amis, mais en même temps, le président de la République va convoquer
tous les représentants du PDCI RDA, de la région de M. Laurent Gbagbo et également M. Laurent Gbagbo et son épouse à une rencontre au palais présidentiel. M. Laurent Gbagbo, conscient du fait que son père a été également invité, va décider de ne pas se rendre sur les lieux car il n'est plus un enfant pour qu'il soit en face du président de la République avec son père de côté. Il dit que c'est une manipulation émotionnelle que le président veut appliquer en utilisant son père pendant ce moment-là. Mais finalement, il va se rendre sur les lieux. Alors que le président sort son discours, expliquant ce qui s'est passé, il va dire une phrase qui va marquer M. Laurent Gbagbo. Il dira « Laurent Gbagbo, tu n'as rien, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien dans ce pays. » Nous étions convoqués. C'est là que Houphouët-Boigny a dit sa phrase terrible. Mais Gbagbo Laurent, il est perdu. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien et tu ne seras rien dans ce pays. Alors, au sortir de cette rencontre, il va rapidement désigner des hommes qui vont mettre la main sur M. Laurent Gbagbo et Mme Simone. Et ensemble, ils vont être envoyés à la DST où ils vont être pris en photo. Ces photos célèbres que vous connaissez ont été prises à cette période-là. Sortis de ces prises de photos, ils seront mis sous résidence surveillée. Et cela 4 fois entre 1988 et 1990. Leur vie sera très étrange. C'est au cours de cette période où ils sentent que ça devient de plus en plus dangereux qu'ils ont décidé de se marier. Car ils avaient des enfants depuis 1982 et pour assurer la sécurité de ces enfants, il fallait désormais se marier. En cas de disparition, de problème de l'un, l'autre pouvait et devrait s'en occuper. C'est ainsi qu'en janvier 1989, M. Laurent Gbagbo et Mademoiselle Simone Hervé vont se marier à la mairie de Cocody. Cette année de 1989 sera marquée par la crise économique qui deviendra de plus en plus compliquée, insupportable par et pour les Ivoiriens. Sans ce sens, il y aura de véritables mouvements sociaux. Le président, tentant de mettre tout sur de bons rails, va convoquer les syndicats, le SYNARES et consorts pour une discussion où des propositions seront faites. Il faut effectivement rentrer dans le multipartisme. Le président réticent ne va pas accepter. Il y aura un véritable débat. Et c'est finalement avec la pression de la communauté internationale que la Côte d'Ivoire va accéder le 30 avril 1990 au multipartisme. Nous voulons le changement. Nous le souhaitons dans ce pays. Mais à condition que ce changement se perde dans la paix et dans l'ordre. Ce que nous cherchons dans ce pays, c'est la paix. La paix pour tous. Pas pour un parti, pas pour un homme. Pour tous les partis et pour tous les hommes. Si nous sommes honnêtes, si nous pourrons servir la même cause, la cause de ce pays, pour relever les défis du sous-développement, le multiparti ne pourrait que nous servir. Et moi-même déjà, vous m'avez beaucoup servi. Mon parti s'était endormi pendant 30 ans sur le laurier de la victoire de 56 à 60. Par la suite, le 4 mai de la même année, le FPI sera reconnu par la préfecture d'Abidjan, puis le ministère de l'Intérieur et le gouvernement ivoirien. L'État ivoirien va reconnaître le FPI. C'est le tout premier parti politique qui a été créé en Côte d'Ivoire, parti politique d'opposition après l'indépendance. S'en suivra de nombreux partis politiques qui vont commencer à s'enregistrer, dont le PIT et consorts. Mais en 1990, il y aura de véritables élections. L'élection législative où M. Laurent Gbagbo sera effectivement élu député de Ouagaïo. On n'en parle pas assez lorsqu'on parle de l'histoire de l'homme, mais il était et il a été député de Ouagaïo. À partir de cet instant, il se sent bien. Il va donc se présenter encore à l'élection présidentielle de 1990 face au père de la nation. Pour lui, il ne cherche pas nécessairement la victoire, mais il cherche à marquer l'époque. Il dit qu'il y a eu une lutte et cette lutte-là s'est soldée par cela. Sou vient me proposer une discussion qui dure un mois. C'était qu'il fallait que je laisse Houphouët-Boigny, candidat unique, pour avoir des postes de député. Je refuse, évidemment. Chaque fois que ce pays-là traversera des difficultés, il trouvera en moi un fils digne pour redresser la tête
et me battre pour que ce pays se sorte de toutes les difficultés où il est plongé. La semaine même où les candidatures devaient être clôturées, ça devait être un samedi, le mercredi, le PDCI fait voter une loi à l'Assemblée nationale disant que désormais, pour pouvoir déposer sa candidature, il fallait, au présidentiel, il fallait que le candidat paye une caution de 20 millions de francs. Évidemment, ils ont fixé 20 millions de francs après avoir fait un tour dans nos différents comptes bancaires. Et quand ils ont cumulé nos différents avoirs, je ne sais pas si ça atteignait même 5 millions de francs. Alors, le téléphone marche, on fait appel à tout le monde, on met une table, comme pour une veillée. Et puis les gens viennent, nous donnent l'argent. Il y a même un homme du PDCI qui nous a donné 7 millions. On a même des gosses qui sont venus, qui ont payé 25 francs, des pièces de 100 francs, des pièces de 50 francs. Des gens ont donné des billets de 500 francs, de 1000 francs. Le jeudi soir, on avait 36 millions. Nous avons donc le vendredi déposé les 20 millions au trésor et il nous est resté 16 millions. C'est avec ces 16 millions que nous avons fait la campagne présidentielle de 1990. Finalement, au sorti de ces élections, il est perdant. Et le président gagne largement. Il va donc exprimer son ras-le-bol et c'est un mot qu'a connu cette élection. Il y a eu triche, les étrangers ont voté en faveur de M. Félix Houphouët-Boigny. Bref, il va exprimer beaucoup de réclamations, mais rien ne va changer. Les événements vont continuer jusqu'en 1991. Entre le 17 et le 18 mai 1991, il y aura la descente de la FIRPAC, l'armée qui a été conçue par le général Robert Guéhi, dans les cités universitaires, où après coupure de courant, les étudiants ont manifesté. L'armée va répliquer, massacrer, violer, attaquer les étudiants. Au lendemain de ces événements, il y aura une grève, aussi bien mêlée par les étudiants que les enseignants, qui vont ensemble revendiquer pour que les personnes qui étaient à la base de cela soient punies. Parmi ces personnes-là, il y avait le général Robert Guéhi. Et le président Félix Houphouët-Boigny dira qu'il ne peut pas retourner son propre couteau contre lui-même. Donc punir le général Robert Guéhi. Il n'y aura pas donc de punition. C'est ainsi que quelques mois plus tard, il y aura une marche qui sera organisée où le FPI et plusieurs mouvements de la société civile et consorts seront au devant. En ce qui concerne cette marche, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne et j'ai même sorti une vidéo spéciale relative à celle-ci. Vous pouvez aller la voir. Je vais juste surfer aujourd'hui sur cette histoire. La marche organisée, ils vont se voir attaqués par la suite par l'armée ivoirienne. Sous prétexte qu'ils ont attaqué les tribunaux, ils ont attaqué la BAD et consorts, brûlé des véhicules. Ils vont donc se voir agressés. Et il y aura même des balles qui seront tirées en direction de M. Laurent Gbagbo. C'est finalement une dame qui va prendre ces balles, contrairement à lui. Il sera envoyé dans un camp militaire où tout le monde criera « tuez-le, tuez-le », mais ils vont l'épargner. Arrivé dans ce camp, il va donc trouver son épouse agonisante, car frappée par les soldats. Il sera par la suite conduit à la Maka, où son épouse, après un traitement à l'hôpital, va le retrouver. Ils seront au total une dizaine, voire une vingtaine, arrêtés ce jour-là. Dès son entrée à la Maka, les prisonniers vont crier « On veut Gbagbo, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo ». Alors, il y aura un procès organisé, suite auquel beaucoup d'événements vont sortir et vont être ensemble alignés pour signifier que aucunement la faute reviendrait aux marcheurs. Finalement, ils seront libérés par le président de la République qui va prendre une loi d'amnistie pour les sorties de la Maka. Désormais député, l'homme sera vraiment en vue, d'autant plus qu'il a passé un moment en prison, un moment qui a été tant médiatisé qu'il est devenu si célèbre. À cette période-là, quasiment tout le monde savait qui et que faisait Laurent Gbagbo. C'est ainsi qu'il va donner des interviews par-ci et par-là. Il sera même invité en 1992 à une émission organisée par la télévision nationale, où il va déballer les projets qu'il a pour la Côte d'Ivoire, lui et son parti politique. Bref, il sera vraiment actif dans le viseur l'élection présidentielle de 1995. Mais le 7 décembre 1993, date du décès du président Félix Houphouët-Boigny, il y aura une nouvelle confrontation entre M. Alassane Ouattara et M. Henri Konan Bédié qui va encore créer de nouveaux maux au pays. Il y aura finalement une coalition entre le FPI
et le RDR, un parti qui a été créé par la suite par M. Jenny Kobina, dans lequel se retrouvait M. Alassane Ouattara. La coalition va porter le nom de Front républicain et sera mise en place en 1995 pour observer un boycott de l'élection présidentielle de 1995. L'objectif, c'est de barrer les routes, empêcher que l'élection se déroule. C'est à l'Hôtel Ivoire qu'ils vont se retrouver et paraffer finalement le protocole d'accord qui va unir les deux parties. Et M. Laurent Gbagbo va tenir un discours très intéressant ce jour-là. Que demain, les Ivoiriens retrouveraient une volonté collective, que pour toutes les générations, nous pourrions dire que l'avenir serait meilleur que le passé. Ce rêve était un pari. Et aujourd'hui, ce pari, c'est un rassemblement. Le Front républicain. Honorables invités, chers camarades et amis, je souhaite en terminant renouveler la ferme volonté du Front populaire ivoirien de travailler de toutes ses forces à la réalisation des grands objectifs que se fixera le Front républicain. Finalement, ils vont s'imposer, tenter d'empêcher la réalisation de ces élections qui vont finalement se réaliser portées à la tête de l'État, M. Henri Konan Bédié. Mais il y aura de véritables maux. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où il y aura affrontement entre les Bété et les Baoulés. Dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans plein d'endroits, il y aura de véritables affrontements en 1995. Mais les choses vont continuer jusqu'en 1999, où il est entourné au Gabon, reçu par le président Omar Bongo. Il va finalement quitter le pays informé de la réalisation d'un coup d'État survenu le 24 décembre 1999. Et c'est l'armée ayant barricadé toutes les voies des aéroports. Il va par la suite aider M. Laurent Gbagbo à venir en Côte d'Ivoire, après une discussion qui aura lieu entre le président gabonais et le chef de la transition de Côte d'Ivoire à cette époque-là, M. Robert Guèye. M. Robert Guèye, désireux de mettre en place son gouvernement, va donc appeler tous les partis politiques. Et le FPI va proposer des hommes. Ils seront donc ministres et responsables pendant cette période de transition. Ensemble, ils vont mettre en place une nouvelle constitution, un nouveau code électoral. Après la mise en place de tous ces éléments, dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne, vous pouvez avoir des vidéos spéciales où on explique en profondeur ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils vont aller aux élections. Élection présidentielle de 2000. À ces élections-là, de nombreuses candidatures sont rejetées. Celle de M. Henri Konan Bédié, prétexte évoqué son bilan de santé. M. Alassane Ouattara, prétexte évoqué nationalité douteuse. Mais M. Émile Constant Bombé, prétexte évoqué le détournement de 18 milliards prêtés par l'Union européenne. Bref, tous les candidats, du moins ceux qui pouvaient avoir une force, un gros poids, excepté le FPI, ont été évincés. Il reste donc 5 candidats à cette élection-là. Ils vont donc aller à ces élections. La CLE, dirigée à l'époque par M. Honoré Guèye, prononçant les résultats, va devoir interrompre car les militaires vont envahir son siège, qui se trouvait au Conseil économique et social. Ils vont donc mettre la main sur le président, ses proches collaborateurs et par la suite dissoudre la CNE par la voix de M. Bamba Cheikh Daniel, qui va donner vainqueur M. Robert Guèye, qui lui également de son côté va rapidement, avant que tout ne soit dit, s'autoproclamer président de Côte d'Ivoire. Mais l'ayant fait de son côté, le lendemain, M. Laurent Gbagbo va réunir toutes les presses, locales comme internationales, où il va donner une conférence de presse et expliquer à tout le monde qu'il est le véritable vainqueur. Il va dire ceci. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Après ces mots, l'armée va se ranger de son côté. Ils vont donc militer en sa faveur. Il y aura donc affrontement entre les soldats de la même armée. Mais finalement, le bras de fer va tourner en faveur de M. Laurent Gbagbo, qui va par la suite prendre le pouvoir, mais dans des conditions vraiment compliquées, qu'il va lui décrire comme calamiteuses. Il prend le pouvoir et son investiture après proclamation des résultats effectifs par M. Tiakone, président de la Chambre constitutionnelle se trouvant à l'intérieur de la Cour suprême à l'époque, va le consacrer vainqueur. C'est ainsi que M. Laurent Gbagbo va prêter serment le 26 octobre 2000. Considérant
que M. Laurent Gbagbo a recueilli la majorité absolue du suffrage requise pour être élu au premier tour du scrutin. En conséquence, il nous convient dès lors de proclamer M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Juste après ces événements, la sortie des partisans du RDR dans les rues qui ensemble vont réclamer la réorganisation des élections car ces élections n'ont pas été inclusives, juste. Le candidat n'a pas participé. Il y aura encore un bras de fer entre l'armée et ces partisans-là. C'est finalement le calme qui reviendra avec la victoire de l'armée régulière. Après cette scène, il y aura le 27 octobre, donc le lendemain, un charnier sera découvert à Yopougon, impliquant donc la responsabilité du gouvernement. Et c'est à partir de cet instant que les problèmes vont commencer. Et ils vont organiser les élections législatives. Élections législatives auxquelles ne pourront participer les personnes qui ont été chassées préalablement pendant l'élection présidentielle. Monsieur Alassane Ouattara n'est donc pas candidat. Au sortir de ces élections, le FPI n'est pas majoritaire, mais il pourra compter sur des représentants indépendants ou des partis naissants, comme l'UDPCI, le parti de M. Robert Guéhi, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il y aura par la suite l'élection municipale. Mais dans la nuit du 7 au 8 janvier 2001, il y aura une tentative de coup d'État qui va porter le nom du complot de la Mercedes noire contre le président Laurent Gbagbo qui vient à peine d'arriver à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Lorsque M. Laurent Gbagbo arrive à la tête de la Côte d'Ivoire, il veut réaliser tout ce qu'il a promis. Pendant sa campagne, il a promis l'école gratuite, où tout le monde peut aller sans payer de frais de scolarité, encore moins des tenues qui ne sont plus obligatoires et consorts. L'assurance maladie universelle, où il veut réduire les dépenses des citoyens ivoiriens pour pouvoir se soigner. Il promet également de construire une société de liberté et d'égalité où le droit domine, surtout un état de droit. Il promet surtout la décentralisation avec l'augmentation du nombre des communes afin de toucher le développement. Il promet aussi une efficacité, une intégrité, un civisme. Il promet aussi une police au service de la liberté. Il promet de nombreuses réformes corporatistes et consorts. Bref, lorsqu'il arrive, il promet la refondation, le fond de son programme de gouvernement. Pendant qu'il est en train de déballer tout cela, il aura le soutien de la communauté internationale qui va reprendre ses relations économiques, surtout avec la Côte d'Ivoire. Pour exemple, nous avons le 30 janvier 2002 un soutien de la Banque mondiale avec environ 445 millions de dollars qui ont été reversés à la Côte d'Ivoire. Il y avait aussi 200 milliards qui ont été affectés à 11 projets à la Côte d'Ivoire concernant les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture, les finances et les infrastructures. Il y avait aussi l'ouverture d'un crédit de relance économique d'un montant de 150 milliards de francs CFA qui a été versé au gouvernement ivoirien, sans oublier 30 milliards de francs CFA qui ont été également versés au gouvernement ivoirien pour la lutte contre le VIH-Sida. Le 18 février 2002, l'Union européenne, ayant décidé de reprendre également ses rapports avec la Côte d'Ivoire, par le canal du Fonds européen de développement, va reverser 264 milliards de francs CFA sur la période 2001-2004, une promesse qui va commencer effectivement. En plus de cela, la BAD reviendra avec 172 milliards de francs CFA le 3 avril 2002. Bref, il y aura de nombreuses reprises au niveau des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les institutions financières internationales qui vont marquer la reprise de la vie effective, aussi bien économique que politique en Côte d'Ivoire. Mais vous savez tous, le 19 septembre 2002, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est attaquée par des rebelles provenant du Burkina Faso. Le président étant en Italie à Rome va piloter les activités ici en Côte d'Ivoire avec le ministre de la Défense. Et beaucoup d'événements s'en suivront, dont le décès de M. Boga Doudou, le décès du général Robert Guéhi et le repli de la rébellion vers la moitié nord de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le président, M. Laurent Gbagbo, va rentrer rapidement en Côte d'Ivoire, car pour lui, il ne pouvait être loin des Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée.
Mon pays est attaqué. Mon devoir est de faire front. Il y aura par la suite de nombreux accords, des rencontres où l'on devra négocier la paix ivoirienne. Le premier, c'est celui d'Accra. S'en suivra Lomé. Après, on a Marcoussis, Accra, Pretoria. Mais les plus importants qui vont donc décanter, changer la situation, sont ceux de Marcoussis et de Pretoria. On en a largement parlé, donc cette période-là sur cette chaîne YouTube. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous pouvez retrouver cela sur la chaîne. En ce qui concerne les accords de Marcoussis, il y a de nouvelles promesses qui sont faites. Il faudrait que la rébellion soit intégrée dans le gouvernement, dans l'armée et dans plusieurs institutions de la République. Et ce n'est plus la rébellion, ce sont les FAFEN, les forces armées des forces nouvelles. On ne parle plus de rébellion. Après ces accords de Marcoussis, il y a les accords de Québec, où le président Laurent Gbagbo se verra imposer un premier ministre. Premier ministre qui finalement sera M. Sédou Diarra. Après de nombreuses heures de discussion entre lui, M. Laurent Gbagbo, M. Henri Konan Bédié, M. Guillaume Soro et M. Alassane Ouattara en France, avec le président français Jacques Chirac à l'époque. Mais pendant toute cette période de l'INES Marcoussis, j'étais comme ça. Et je regardais, je l'ai dit tout à l'heure, mon pays dépécé. Il y a, je ne sais pas, j'ai vu Guy Laverty arriver. Voilà, il est là. Albert également. Mais c'était les deux avec lesquels, en revenant parfois la nuit, on était obligé de parler un peu avec quand le président Laurent Gbagbo venait pour qu'on aille à Kléber. Mais je vous assure que parfois, notre sang d'Ivoirien a fait des tours. Lorsque vous arrivez à Kléber et que M. Dominique de Villepin se permet de dire, je tenais la main au président Laurent Gbagbo, on ne se permet pas d'arriver en retard quand le président Jacques Chirac attend. Mais Gbagbo, nous connaissons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a attrapé ma main et dit, Koudou, doucement. Un deuxième moment, Chirac qui dit, bon, maintenant que les choses vont dans la bonne direction, Gbagbo, tu vas faire une conférence de presse. Bon, dans la souplesse toujours Gbagbo, il dit, bon, je vais faire effectivement une conférence de presse. Dans ma logique à moi, c'est tout la journaliste. Chirac dit avec de Villepin, non. Les journalistes africains, etc., c'est la presse. J'ai dit, il n'en est pas question. Le président Gbagbo m'a attrapé la main et il m'a tiré derrière. Lorsqu'ils entrent en Côte d'Ivoire, ils vont donc commencer. Mais il y aura de véritables tumultes en Côte d'Ivoire. Alors que l'armée décide de reprendre le territoire, avec l'attaque de Bouaké en 2004, il y aura le bombardement du siège de l'armée française à Bouaké. Pour répliquer, ils vont détruire les aéronefs de Côte d'Ivoire qui étaient situés sur le tarmac à Yamoussoukro. Les Ivoiriens fous furieux vont descendre dans les rues et commencer à manifester. Mais le président va faire une sortie où il va calmer le jeu. Le président va appeler cela la crise des aéronefs. Après cette période, l'armée française va décider, car révoltée après l'assassinat de ses soldats, de descendre sur Abidjan. Ils vont donc, avec 35 chars, selon eux, se tromper de direction et se retrouver devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Les citoyens ivoiriens informés vont donc sortir, descendre dans les rues et venir empêcher ces soldats-là de pénétrer la maison du président Laurent Gbagbo. Ils vont donc les faire rebousser chemin. Ils vont donc se retrouver aux alentours de l'hôtel Ivoire, là où ils vont se réfugier. Mais les Ivoiriens, conscients du fait que l'hôtel Ivoire n'est pas assez loin de la résidence du président, vont donc décider d'eux aussi rester au niveau de l'hôtel Ivoire et observer le comportement, la suite, ce qui adviendra lorsque ces soldats-là voudront avancer. Où est-ce qu'ils iront et qu'est-ce qu'ils feront? C'est pendant ce moment-là qu'il y aura un canage dans le début du mois de novembre 2004 où les soldats français vont tirer à bout portant sur les patriotes, ces Ivoiriens-là qui étaient sur les lieux. On en a fait une vidéo particulière, singulière, où on expliquait vraiment tous les événements dans les détails. Au sortir de ces événements, la Côte d'Ivoire est endeuillée et révoltée, car les Français, après avoir tiré sur les Ivoiriens, vont rapidement quitter les lieux et les relations France-Côte d'Ivoire deviendront de plus en plus tendues. Finalement, ils iront à Pretoria en Afrique du Sud, là où ils vont trouver
une nouvelle solution. À Pretoria, le président Laurent Gbagbo va décider d'inscrire M. Alassane Ouattara sur la liste électorale afin qu'il soit candidat à la prochaine élection présidentielle. L'élection n'aura pas lieu jusqu'en 2010. Mais pendant le chemin jusqu'en 2010, il faut savoir que lors de la qualification à la Coupe du Monde de 2006, informé par les militaires qui le protègent, il va sortir en joie dans les rues d'Abidjan. C'est ainsi qu'il va faire son tour au célébrissime quartier de Yopougon à la rue Princesse. Il y aura même un son qui sera sorti où il expliquait comment est-ce qu'il a appris la qualification de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Attendez, quand je vais faire mon CV, vous allez acheter ça. Et il le poulet, dodo par la dodo. 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 Un moment, j'étais au bureau, j'entends des cris. Et qu'est-ce qu'il y a? On ne peut plus travailler. Je vois mes militaires qui viennent dans mon bureau qui me sautent sur la tête. Président. Je dis qu'est-ce qu'il y a? On dit on est qualifié pour la Coupe du Monde. Et il le poulet, dodo par la dodo. 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 Un fois beaucoup, je ne pas Mais au-delà de cela, il apportait un soutien effectif aux footballeurs. Il a même fait venir Touré Yaya avec le trophée de la Champions League. Il a fait venir le trophée de la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Il a soutenu les handballeuses ivoiriennes et tous les sports, sans oublier la culture ivoirienne où il a reçu Magic System, soutenu le groupe et consorts. Il était vraiment impliqué dans la culture ivoirienne de son côté. Il y aura l'année de 2007, une année très importante au cours de laquelle il y aura les accords de Ouagadougou. Des accords qui vont officialiser la paix en Côte d'Ivoire. Les accords de Ouagadougou vont tout changer et tout calmer. Après les accords de Ouagadougou aura lieu la flamme de la paix à Bouaké pour symboliser le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont donc continuer vers l'élection qui devra donc se tenir en 2010. À ces élections, les Ivoiriens sont prêts à en découdre car c'est effectivement et finalement la confrontation finale entre M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Qui va gagner et qui va mettre fin au débat? C'est ainsi qu'on ira au premier tour. M. Laurent Gbagbo va sortir le grand jeu. Donné déjà par les médias comme favori à ces élections, il sort vainqueur du premier tour. Vainqueur de ce premier tour, il va continuer jusqu'au second tour avec M. Alassane Ouattara. À ce second tour, il y aura finalement un débat qui sera organisé. Le premier débat dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Suite à ce débat, les Ivoiriens se feront leur propre opinion relativement à ce qui était dit. Mais il faut signifier que la campagne du second tour était très tendue. Et encore là, on a sorti des vidéos relativement à ce sujet sur cette chaîne. Les Ivoiriens vont donc aller aux élections. Ils finissent de voter au second tour et un nouveau problème va attaquer la Côte d'Ivoire. Alors que la commission électorale indépendante, censée prononcer les résultats, va sortir la première fois pour un représentant du FPI, désormais LMP, pendant la campagne de 2010, va arracher les feuilles à M. Bamba, qui s'apprêtait à proclamer les résultats sous prétexte que ces résultats n'étaient pas consolidés. Finalement, la commission électorale ne pourra pas prononcer les résultats dans les délais. Et c'est par la suite au siège d'un candidat, M. Alassane Ouattara, qu'ils vont se retrouver pour prononcer les résultats. Ce qui est incorrect, incompatible avec la loi. Le résultat va donc donner vainqueur M. Alassane Ouattara et le Conseil constitutionnel de son côté va également donner vainqueur M. Laurent Gbagbo. Alors au sortir de ces deux proclamations, une bras de fer va s'engager pour que le véritable président soit connu des Ivoiriens. C'est finalement le 11 avril 2011 que M. Laurent Gbagbo sera arrêté par les forces françaises qui vont venir en soutien aux soldats de M. Alassane Ouattara. Mais il faut savoir que pendant le cours de ce combat, M. Laurent Gbagbo sera victime de trahison provenant de ses plus hauts soldats qui devaient maintenir en réalité le combat et aller jusqu'au bout pour assurer sa victoire. Mais il est arrêté et conduit au Golfe le 11 avril 2011. 2 jours plus tard, le 13, il va donc être transféré à Korogo.
Korogo où il se retrouvera seul. Désormais à Korogo, il sera dans une salle très étrange, très restreinte où un président normalement ne devrait se retrouver, quand bien même il soit un ex-président. C'est une chambre où il y a un seul matelas, une moustiquaire et tout portait à croire qu'il n'y avait même pas les conditions requises pour qu'il puisse dormir dans cet endroit. On lui a proposé 3 repas par jour, il a fini par accepter 2. Il a vécu pendant des jours et des jours dans cet endroit. Il recevait même la visite de ses avocats par moment. Le matin d'un jour, il sera appelé par ceux-là qui le détiennent, qui vont l'inviter à une rencontre à Bouaké avec ses avocats. Arrivé à Bouaké, il va donc discuter avec ses avocats. Et il y a un mandat d'arrêt qui lui sera présenté, mandat d'arrêt selon lequel il va être transféré à la CPI. Ils vont donc improviser un jugement sur les lieux et finalement, le jury va le conduire à l'aéroport. Ne savant pas concrètement ce qui se passe, il va poser la question à ceux-là qui le détiennent. Où est-ce qu'on va? Et ils vont lui dire, nous allons à Abidjan. Mais l'homme savait déjà où est-ce qu'ils allaient. Ils vont donc prendre la route. Arrivé à l'aéroport, le mettre dans l'avion, direction les Pays-Bas, La Haye. C'est donc le 30 novembre 2011 qu'il arrive à La Haye. Il va passer quelques jours seulement avant de paraître pour la première fois. Sa première comparution a lieu le 5 décembre 2011, donc quelques jours seulement plus tard. Il va donc traîner avant d'être reçu pour la confirmation des charges. C'est finalement 2 ans plus tard, l'on pourrait le dire ici, entre le 19 et le 28 février 2013, qu'il est auditionné et que les charges sont confirmées. La décision de la confirmation effective des charges va tomber 1 an plus tard, donc en 2014. C'est à partir de cet instant que son dossier sera profondément analysé et qu'on va prévoir sa comparution pour le jugement effectif. Mais pendant ce temps, il y avait également le même processus qui était lancé pour M. Charles Blé Goudé. C'est ainsi que les 2 dossiers seront cumulés pour ne pas perdre de temps et aller très rapidement pour réussir le procès, car les sujets sont très proches. Arrêté pour crime contre l'humanité et consorts. C'est finalement le 11 mars 2015 que les 2 dossiers ont été joints, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Le procès est ouvert 1 an plus tard, l'on pourrait le dire ainsi, le 28 janvier 2016. Pendant ce procès défilaient de nombreuses personnes, aussi bien des personnes qui n'arrivaient pas à s'exprimer vraiment en français, les soldats qui ont trahi M. Laurent Gbagbo, mais aussi certaines personnes très étranges, comme cet homme à qui on demandait le nom de son village mais qui n'arrivait pas à répondre, car apparemment ne connaissait pas son village, cherchait une feuille pour répondre à cette question. Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas facile. Le nom de mon village. Peut-être que j'avais vu ça ici. Attendez. Le nom de mon village. Alors, monsieur le témoin, je vous cite. Je ne m'intéresse pas à la politique. J'ai quand même voté lors des élections en 2010 pour le RHDP. C'est le parti qui a été créé par 2 groupes politiques qui se sont mis ensemble. Le président Bédier est à la tête de ce parti. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Donc vous avez voté en 2010. Le président interrompant. Tout d'abord, respectez la pause, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais vous demander, monsieur le témoin, de vous asseoir plus droit et plus proche de la table et de bien parler dans les micros, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Alors vous avez bien voté lors des élections de 2010, n'est-ce pas? Oui, j'ai voté. D'accord. Le président. Et pourquoi est-ce que vous avez dit alors auparavant que vous n'aviez pas voté? Parce que c'est maintenant, tellement il y a longtemps. Donc il y a des choses là, nous on peut oublier. Mais une fois que le papier sort sur le ordinateur, dès que nous on voit, voilà. Il y avait de nombreuses scènes comme celle-là, très drôles.
Mais il y avait aussi un témoin qui venait témoigner contre le président Gbagbo et qui après a demandé au jury de saluer l'homme, qu'il veut le toucher de ses propres mains. Il y aura également le passage d'un certain Sam l'Africain qui va témoigner en faveur de M. Laurent Gbagbo. C'est donc 3 ans plus tard, le 15 janvier 2019, que l'acquittement de cet homme et M. Charles Blé Goudé sera prononcé. Ils vont donc traîner, attendre que cet acquittement soit confirmé. Mais pendant ce temps, il y aura un procès qui sera engagé déjà par la CPI pour trouver des pays d'asile, donc des pays dans lesquels M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé vont se retrouver. En ce qui concerne M. Laurent Gbagbo, 2 semaines seulement plus tard, c'est la Belgique qui va lui ouvrir ses portes pour des raisons familiales, car Mme Nadiani Bamba s'y trouvait également avec son fils. Il va donc rentrer en Belgique en attendant la décision définitive et finale de la Cour pénale internationale, la CPI. Mais il faut savoir qu'en 2015, certains de ses proches ont tenté de poser sa candidature à l'élection présidentielle, une candidature qui n'est pas passée. Pendant qu'il attend le verdict final, il va se voir confronté à une situation étrange où, en 2020, EDS, un parti politique qui sort en réalité du FPI, va tenter de poser sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Le dossier sera déposé et reçu effectivement, mais finalement, la candidature sera rejetée. C'est finalement le 31 mars 2021 que M. Laurent Gbagbo est reconnu effectivement et totalement libre. Il est acquitté par la Cour pénale internationale. Il faut savoir que quelques mois plus tôt, le 4 décembre 2020, il a reçu 2 passeports des autorités ivoiriennes, un passeport courant et un passeport diplomatique. Il est donc en train de se préparer à l'idée de rentrer en Côte d'Ivoire. Finalement, c'est le 17 juin 2021 que M. Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Il sera accueilli avec tant de joie, tant d'émotion. C'est le retour en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, il va quelques jours plus tard se rendre au village, à Mama, où il va passer un bon moment. Là-bas également, il sera reçu dans la joie, la ferveur. Quelques mois après son retour en Côte d'Ivoire, le 17 octobre 2021, sera créé le PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le parti dont il est en réalité le véritable leader. Il y aura une rencontre entre lui, M. Bédié et M. Ouattara le 14 juillet 2022. Suite à cette rencontre, les Ivoiriens vont se sentir peu ou prou tranquilles, car les adversaires d'hier se serrent désormais la main. Mais certains Ivoiriens vont remarquer, vont sentir que ces hommes politiques ne jouent qu'un jeu. Un mois plus tard, le 6 août 2022, le président de la République, M. Alassane Ouattara, va signer une grâce présidentielle en faveur de M. Laurent Gbagbo. Et malgré tout cela, il ne peut encore être candidat à une élection. En 2015, il y a un premier procès qui est organisé contre M. Laurent Gbagbo relativement au braquage de la BCEAO dont il est porté coupable. En fait, cet événement est survenu en 2011 lorsqu'il nationalisait les banques privées qui avaient fermé en Côte d'Ivoire, des banques françaises. Et au-delà de cela, il a mis la main sur les dernières sommes qui restaient à l'État ivoirien dans ses comptes à la BCEAO. Quand bien même la BCEAO les retirait les codes d'accès et consorts, car l'institution soutenait à l'époque, en 2011, le nouveau président élu pour eux qui était M. Alassane Ouattara. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, il y aura le lancement de ce procès qui va finalement se matérialiser par une conséquence lourde en 2018. En 2018, M. Laurent Gbagbo, avec 3 de ses ex-ministres, dont son ex-premier ministre, M. Gilbert Aké-Oumbo, vont être condamnés à 20 ans de prison, accompagnés d'une amende de 329 milliards de francs CFA qu'ils devront payer. C'est cet élément qui aura des répercussions sur la carrière politique de M. Laurent Gbagbo, qui deviendra par la suite inéligible. Mieux, il sera plus capable de voter et se présenter à une élection en Côte d'Ivoire. Le 22 juin 2023, il va divorcer d'avec Mme Simone Eivé. Pour des raisons qui ont peu été évoquées, il faut attendre quelques mois plus tard. Et là, nous parlons du 8 août 2024 pour le voir se remarier. Il va se marier avec Adia Nadiani Bamba à la mairie de Cocody. Il faut signifier que politiquement, en 2024, M. Laurent Gbagbo a été conduit comme le candidat principal du parti, le PPACI, à l'élection présidentielle de 2025. Mais il est toujours inéligible. Et c'est l'un des combats que son parti politique a décidé de mener et est en train de mener à cette période-là. Voici donc l'histoire de M. Laurent Gbagbo, où il a grandi, d'où il vient, ce qu'il est et qui il est aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de la liker, de laisser un commentaire si possible, mais surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et finalement, de partager cette vidéo avec tous tes amis, tous tes proches, afin qu'ils soient informés, qu'ils sachent qui est effectivement Monsieur Laurent Gbagbo. Alors d'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.